C'est le moment d'une petite promenade digestive. Il est 8 heures du soir passé, il fait encore 26 degrés. Le contraste avec les jours précédents est saisissant. Esa en el... No, 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 no. La golpe en 2 meses no vale. Se estropea. De hecho, Alors je lis qu'ici, les consultations du médecin ont lieu le premier et le troisième vendredi de chaque mois. Et l'infirmière, c'est le premier jeudi du mois. Il n'y a pas intérêt de rater la consultation, hein. Sinon, il faut aller du côté de Bourgogne, je pense. Parti pour 34 km jusqu'à Fromista. Et quelque chose me dit qu'aujourd'hui, il va faire chaud. Même si j'ai encore la polaire ce matin, parce qu'il n'est pas encore 7 heures du matin. Et je suis à 95 lieues de Santiago de Compostela. Alors normalement, je pars sur la gauche, je suis la vallée avant de remonter dans peut-être une quinzaine de kilomètres sur le plateau. Et comme d'habitude, pendant les 2 premières heures de cette étape, je vais petit à petit rentrer dans mon chemin. Et puis je commencerai à vous parler de la meseta, probablement après le second petit déjeuner. Alors là, j'arrive aux ruines du couvent de Saint-Antoine. C'était à la fois un couvent et un hôpital qui venait en aide aux pèlerins en particulier, mais à la population en général, pour soigner une fièvre qui s'est étendue dans la région au Moyen-Âge. Et ce couvent a été construit au XVe siècle. Voilà, c'était la minute historico-médicale de cette étape. Et là-bas au loin, ça doit être Castro Jerez. Je vous présente la collégiale de Santa Maria del Manzano.
Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'une collégiale là? Eh bien, une collégiale, c'est une église qui possède un chapitre de chanoines. Voilà, comme ça, ils vont comprendre, c'est sûr. Alors, chanoine et non pas chamoine. Elle était facile, mais ça me faisait plaisir. Alors, les chanoines, enfin le chapitre de chanoines, c'est un collège de clercs, donc d'hommes d'église, qui sont à la fois les conseillers du curé, de l'évêque, et qui ont plusieurs fonctions. La première fonction, c'est d'assurer les chants liturgiques aux heures canoniques. Et leur seconde fonction, eh bien, c'est d'assurer des tâches, y compris des tâches dans le monde entre guillemets extérieur. Réparation des églises, écoles, etc. etc. Dit autrement, les chanoines ne restent pas tout le temps dans leur monastère, mais ils vont voir aussi ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Voilà, c'était la minute chanoine. Oui, la minute chanoine de cette étape. Et comme je suis arrivé à Castrojeris, eh ben, ça va être l'heure du deuxième petit déjeuner. Bien, après cette seconde pause petit déjeuner, intervenue plus rapidement que je ne pensais, parce qu'en regardant ma trace GPS, je me suis aperçu que je faisais du 5,3 km à l'heure de moyenne. Il est temps de repartir, parce que mine de rien, il me reste encore plus de 26 km à faire. Et comme vous le voyez, j'ai mis les lunettes de soleil, le chapeau et le t-shirt. Parce que là, il va commencer à faire chaud. Je ne sais pas si vous avez pu la voir sur la vidéo, parce qu'avec le téléphone, c'est pas évident. Mais l'oiseau que vous venez de voir est une Upupa epops. J'aime bien ça, Upupa. C'est une huppe faciée. C'est un oiseau migrateur qui, à partir de fin août, se déplace vers l'Afrique du Nord. Très joli comme oiseau. Voilà, c'était la minute oiseau de cette étape. Alors, comme Castrojeris est au fond d'une vallée et que Fromista est sur le plateau, eh bien, je dois monter sur le plateau qui est en face, par le chemin qui est à peu près au centre de l'écran. Et ça a l'air de bien grimper. Donc, je vous parlerai de la Meseta une fois que je serai en haut. Parce que là, je vais faire fonctionner un peu les jambes. Bon, ben, il n'y a plus qu'à monter vers la gauche. Ça monte quand même. Voilà, j'arrive au sommet. Même pas mal.
bien, cette côte, qui est la seule difficulté de l'étape, étant passée, il est temps de parler un peu de la Meseta. Eh bien, la Meseta, c'est un haut plateau qui est situé au centre à peu près de la péninsule ibérique et dont la surface équivaut à la moitié de celle de l'Espagne ou à un peu plus du tiers de celle de la France. Donc, c'est un grand haut plateau, ça fait 210 000 km². La Meseta est limitée par des massifs montagneux, au nord et au nord-ouest par la cordillère cantabrique, qui la sépare des Asturies et de la Galice, au nord-est par le système ibérique qui la sépare de la Catalogne et de l'Aragon, et au sud par la Sierra Morena qui la sépare de l'Andalousie. Et là, au loin, vers le nord, on voit les montagnes qui séparent la Meseta de la côte nord espagnole. Ces montagnes sont assez loin. La Meseta est elle-même divisée en deux parties. La partie nord, dans laquelle je me trouve, qui est à peu près à 800 mètres d'altitude, entre 800 et 1000 mètres, et la partie sud, qui est beaucoup plus basse, de plusieurs centaines de mètres. Or, ces parties nord et sud de la Meseta sont séparées par ce qu'on appelle le système central, c'est-à-dire la Sierra de Gredos et la Sierra de Guadarrama. La suite après la grosse descente, pour prendre pied sur le plateau que vous avez vu précédemment. Voilà pour la géographie. Au niveau de la géologie, comment s'est formée cette Meseta? Eh bien, l'origine de la Meseta, ça remonte au cycle hercynien du Paléozoïque. Le Paléozoïque, c'est l'ère primaire. Elle est suivie du Mésozoïque, l'ère secondaire, et du Cénozoïque, qui débute à la fin de l'ère secondaire et se poursuit jusqu'à nos jours. Et pour le fond de la classe, je signale que le spermatozoïde n'est pas une ère géologique. Qu'est-ce que le cycle hercynien? Eh bien, le cycle hercynien, ce sont les montagnes qui résultent de la collision des continents Gondwana et l'Eurasia, collision qui aboutira à la constitution du supercontinent appelé Pangée. Et tout ça se passait il y a 400 millions d'années pour le début et 250 millions d'années pour la fin. Ça veut dire que c'est un cycle qui a duré quand même 150 millions d'années. Ah oui, c'est long, hein? Plus long que la carrière de Michel Drucker à la télé. Je sais, je l'ai déjà faite, mais j'aime bien parler de Michel Drucker. Formidable. Cette chaîne hercynienne, également appelée chaîne varisque, était assez impressionnante. 5000 km de long, 700 de large et 6000 mètres d'altitude selon les estimations des géologues. Et elle s'étendait du sud de l'Espagne actuelle jusqu'au Caucase. Alors cette chaîne hercynienne, vous l'avez certainement appris à l'école, on en trouve les vestiges au Massif central. Alors je ne parle pas des volcans, mais du socle du Massif central. Les volcans, eux, sont beaucoup plus jeunes. On en trouve des vestiges aussi dans les Ardennes et là où habitent Astérix et Obélix, en Armorique, en Bretagne.
et bien évidemment ici dans la meseta dont elle constitue le socle. Voilà pour le début de la formation de cette meseta. Ici, avant, il y avait des hautes montagnes. La suite après la minute. Je vais traverser le pont de Hierro del Castillo. Alors, le pont primitif date du XIIe siècle, mais là, ce qu'on voit, ce sont des éléments du XVIe siècle. La pierre qui constitue ce pont, c'est de la dolomie, et ce pont est renforcé côté amont de la rivière par des contreforts. Contreforts que voici. Et bien évidemment, si les contreforts sont de forme triangulaire, c'est pour mieux, entre guillemets, casser le courant. Et le tracteur, bien évidemment, n'est pas du XVIe siècle. C'était la minute architecture de cette étape. Et je suis entré dans la province de Palencia. Revenons-en à notre meseta, donc origine chaîne hercynienne ou chaîne varisque. Et qu'arrive-t-il une fois que le cycle d'orogénèse, c'est-à-dire de formation des montagnes, est terminé? Eh bien, les montagnes s'érodent, sous l'effet notamment du vent et de la pluie. C'est ce qui va arriver à notre chaîne hercynienne. Au Mésozoïque, c'est-à-dire à l'ère secondaire, la chaîne hercynienne s'érode. Et dans la meseta, ça va conduire à la formation d'une pénéplaine. Qu'est-ce qu'une pénéplaine ? Qu'est-ce qu'une pénéplaine ? Vous le saurez après la pause café. Bien après cette pause café, où en étions-nous ? Oui, à la pénéplaine. Qu'est-ce qu'une pénéplaine ? Eh bien, une pénéplaine, c'est issu d'un phénomène de pénéplanation. Voilà, avec ça, on est vachement avancé. Dit autrement, les reliefs les plus hauts s'érodent, les sédiments détritiques remplissent les creux, et on assiste également à la coalescence des bassins hydrographiques. En gros, on se retrouve avec un paysage qui n'est pas tout à fait plat, mais qui présente des reliefs. Donc, une pénéplaine, pour résumer, c'est comme une plaine, mais sans être plat. Il subsiste toujours des reliefs, de légères ondulations, et des jolies vallées comme celle que j'ai suivie ce matin. Et si je parle plus fort, c'est parce que le vent s'est levé et qu'il est en face. À ce moment-là, on en est à l'ère secondaire. Que se passe-t-il à l'ère tertiaire ? Eh bien, à l'ère tertiaire, la collision entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique engendre la formation des Alpes. Et cette formation des Alpes va avoir un effet sur toutes les terres aux alentours, et notamment sur cette pénéplaine. La formation des Alpes va engendrer une compression des bords de cette pénéplaine. Pour donner au nord la cordillère cantabrique, au nord-ouest les monts de Léon, au nord-est le système ibérique et au sud la Sierra Morena. À ces compressions périphériques s'ajoute une compression due à la remontée vers le nord de la plaque africaine qui conduira à la surrection
du système central, c'est-à-dire de la Sierra de Gredos, la Sierra de Guadarrama et des monts de Tolède. Voilà pour la formation des montagnes issues de la surrection des Alpes. Ça se passait au tertiaire, et au quaternaire, on va assister à un processus de sédimentation et de formation de calcaire, ce qui veut dire que la meseta, à un moment ou à un autre, a été sous l'eau. Car qui dit calcaire dit petits animaux qui se déposent au fond, le temps ensuite faisant son œuvre. Et ce processus de sédimentation a été plus important du côté est que du côté de l'ouest. Ah bah quand même, les brebis, c'était l'instant prolifique de cette étape, et sans bêtises, à part que j'avais l'odeur. Alors, je suis à Boadilla del Camino, mais je ne m'arrête pas là. Il va me rester encore 7 ou 8 km à faire. Bien, après la partie géologie, on va parler un petit peu d'histoire de la meseta. La meseta, elle est étroitement liée à la constitution des royaumes de Castille et Léon et bien entendu à l'histoire de l'Espagne. On peut dire en cela que la meseta, c'est le cœur de l'histoire espagnole. Alors rappelez-vous, révolte de Pélage dans les montagnes qui bordent la meseta au nord et qui séparent la meseta de la côte nord de la péninsule ibérique. Puis à partir de cette base des Asturies, les princes chrétiens vont étendre leur territoire, d'abord au niveau de la meseta du nord, puis ils vont franchir le Duero, le fleuve qui borde la meseta du sud au sud. Puis après avoir franchi le Duero, ils vont franchir le système central, prendre la ville de Tolède et déboucher dans la partie sud de la meseta qui a pour nom La Mancha. Donc quand on dit Don Quijote de la Mancha, c'est Don Quichotte de la Manche, c'est pas la Manche là-haut chez nous, c'est la Mancha, partie sud de la meseta. A noter que je parlais du fleuve Duero. Il existe une province en Espagne qui s'appelle Extremadure, ou Extremadura, ça veut dire au-delà du Duero. C'est son sens étymologique. Alors aujourd'hui, la meseta est subdivisée en 4 communautés. Castille-Léon, dans laquelle je me trouve, Extremadure et Castilla Mancha, donc dans la submeseta sud, et ensuite la communauté de Madrid au centre. Au niveau de l'économie, comme vous avez pu le voir, culture, et heureusement élevage au vin, comme on l'a vu il y a quelques instants. Et pourtant, j'ai pas vu beaucoup de brebis dans les champs. Voilà pour ces quelques explications sur la meseta, en espérant que c'est pas trop confus. Il me reste à peu près 5 km à faire et je suis là pour l'instant tout seul sur le chemin parce que tout le monde s'arrête à Boadilla del Camino. À part peut-être 2 pèlerins que j'ai vus à Hontanas ce matin, qui sont partis devant moi, que je n'ai pas doublé et que je viens de voir se faire déposer en voiture sur le chemin à la sortie du village. Alors
si ça se trouve, ils se sont peut-être perdus en chemin. Parce qu'au niveau de Castro-Ferris, des fois les balisages étaient un peu sujets à confusion. Et là, a priori, je vais suivre ce canal jusqu'à Fromista. Là, j'ai passé le 30e kilomètre, et c'est toujours au-delà du 30e kilomètre que chaque kilomètre, on sent dans les jambes. Alors, le canal que je suis, c'est le canal de Castille. Et au bord de ce canal de Castille, j'ai failli me faire renverser tout de suite par 3 vététistes italiens qui font le chemin en faisant transporter leurs bagages et en emmenant le minimum sur leur vélo, parce que je les ai vus à la dernière étape, mais surtout qui n'ont pas de sonnette, qui foncent et qui n'ont aucune considération pour ceux qui marchent, en imaginant qu'ils ont certainement des yeux derrière la tête. Il y a quand même des comportements qui sont très moyens sur ce chemin. Autant les autres cyclistes, ceux qui transportent leur barda, sont irréprochables, autant ces trois-là, il ferait mieux d'aller sur la route. Voilà, j'arrive à Fromista. Enfin, j'y serai dans 500 mètres. Et ce petit canal quand même est rafraîchissant. Parce que tout à l'heure, je vous assure qu'avec les cyclistes, j'ai eu chaud. Alors là, cette écluse, elle doit pas beaucoup servir. Bon, évidemment, comme c'est une ville assez importante, l'entrée dans la ville n'est pas aussi sympa qu'hier. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors là, ça tape quand même. Hein. Mais bon, plus que 200 mètres, si j'en crois mon flair légendaire, et surtout les panneaux. Voilà, fin de cette étape de 34 km et demi, qui s'est, ma foi, pas mal passée. Vous voyez que j'ai changé de t-shirt, parce que l'autre est en train de sécher. Demain, grosse étape aussi, jusqu'à Calzadilla de la Cueva. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. J'ai un peu l'air d'un truand là, non ?